Ah oui, Regardez. que les gens en live vont voyer, parce que moi, je ne vois pas personne comme c'est là sur les écrans. Ce matin, un présentateur spécial, un invité, Dr. Dumas, qui est un chirurgien maxillofacial du côté de l'Outaouais, qui va venir nous parler des urgences dentaires aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer le Dr. Dumas aux Journées Montfort au mois d'avril, puis il était un des coups de cœur des métisses là-bas par sa présentation qui était magistrale, je ne sais pas quasiment le décrire. Puis il a accepté de venir présenter avec profusion sur les urgences maxillofaciales. Bon. Et merci, Dr. Massé, pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de collaborer à l'éducation continue de tous et chacun. Évidemment, les urgences maxillofaciales et dentaires, c'est quelque chose qui est un petit peu dérangeant parce que c'est souvent les fins de semaine, les soirs. C'est très, très, très stimulant. En tout cas, de ma part, j'ai toujours aimé être en contact avec cette clientèle-là, malgré qu'on peut manger des fois à toute heure du jour et de la nuit. Donc, en premier lieu, je voulais... J'ai aucun conflit d'intérêt. Pour vous donner un petit aperçu de ma formation, je suis dentiste depuis les années 87 à l'Université Laval, à Québec. Par la suite, j'ai travaillé au Institut canadien pendant 5 ans, où j'ai pu voyager un petit peu dans mon chien. Par la suite, j'ai fait ma spécialité en chirurgie maxillofaciale, encore une fois, à l'Université Laval, et gradué en 1996 pour venir travailler ici à Ottawa. J'ai travaillé pour les forces armées canadiennes pendant 7 ans, et j'ai changé de retraite à ce moment-là. J'ai pratiqué 1 année à Ottawa avec le groupe Argyle, que vous connaissez probablement. Et par la suite, j'ai décidé de faire une pratique seulement du côté québécois, étant donné que je demeurais au Québec et je ne voulais pas passer sur 20 ans, 1 année de mon temps à voyager sur les ports. Puis, je suis présentement en pratique privée. J'ai été associé jusqu'à dernièrement à l'hôpital de Hull, qui est notre hôpital où la maxillofaciale se fait. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est de revoir un peu les signes et symptômes des fractures du massif facial. Puis, qu'est-ce que, comme urgentologue, vous devez faire comme investigation de base? Identifier aussi les patients qui souffrent d'infection. Puis on va voir, il y a quelques points qui sont super importants pour ne pas négliger certains patients qui peuvent avoir très peu de symptômes, mais qui peuvent dégénérer très rapidement puis avoir un impact sur même leur vie. Il y a aussi quelques petites diapographies à la fin pour vous donner quelques pistes pour être capable de référer ces patients, les patients qui ont besoin de soins dentaires. Comme là, on va regarder les traumatismes en premier, les infections en deuxième, puis après ça, on va regarder comment orienter les patients. Bien entendu, vous êtes des urgentologues. L'évaluation primaire, je ne fais pas une définition, là, mais c'est quelque chose que vous savez très bien, s'occuper du ABCDE en premier lieu. Puis qu'est-ce qui est le plus typique chez le patient en traumatisme maxillofacial? C'est la possibilité de l'obstruction respiratoire puis l'hémorragie. Bien entendu, on parle d'un patient qui a un impact au niveau de la tête et du cou, mais il peut avoir aussi des impacts ailleurs au niveau du corps, dépendamment du motif de son trauma. Après ça, ce qui est plus approprié pour nous ici de jaser, c'est l'évaluation secondaire. Donc, on va faire une évaluation clinique de la tête et du cou de façon détaillée, qu'on va voir plus tard. Puis, les rayons X qu'on a, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Il y a des radiographies simples, comme les Waters, les HIT et Céphalo, on va les voir. Ils sont de moins en moins utilisés à cause de l'accès au CT scan, bien entendu. Le Panorex demeure quand même un bon rayon X simple
qui peut nous orienter pour les traumas moins sévères. Donc, l'examen, on essaye autant que possible de faire un examen manuel et visuel patient de haut en bas pour que ce soit de façon systématique. Puis qu'est-ce qu'on cherche? Bien, on cherche à voir le patient, c'est sûr que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas comment il est habituellement, mais habituellement, on va voir de l'édème, on va voir des asymétries. Si le patient en palpant, vous sentez des douleurs, bien, c'est un indice qu'il peut y avoir une fracture sous-jacente. Au niveau des yeux, on va revenir plus tard, mais les fonctions oculaires, ils sont importantes, surtout quand on considère les fractures de l'orbite et du plancher de l'orbite. Les dysfonctions neurologiques, on va revenir aussi là-dessus un petit peu plus tard. Puis le point le plus important, c'est une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est un patient qui vient, qui dit « mes dents ne ferment plus comme avant ». C'est très l'occlusion, c'est la façon dont la manière dont les dents du patient ferment. Puis des fois, il y a des gens qui ont une bonne occlusion. Par exemple, les béances antérieures, mais c'est sûr que vous regardez ça, puis le patient il est inconscient, il ne peut pas vous répondre. Est-ce qu'il était comme ça auparavant ou c'est nouveau? Donc, ça peut être difficile à ce moment-là de savoir si le patient n'est pas conscient. Sauf que, normalement, si le patient vous dit « mon occlusion est différente », cherchez une fracture. Puis on va discuter aussi des signes de fracture de la base du crâne ultérieurement. Donc, les signes et symptômes généraux, habituellement, il y a souvent des lacérations, de l'édème, présence d'hématomes, d'échymoses, hémorragie quand il y a des plaies, bien entendu, malocclusion, on vient d'en parler, mobilité interfragmentaire, hypoesthésie, ça c'est du côté neurologique, bien entendu. Par exemple, une fracture au niveau de l'os malaire ici, les patients sont très souvent en hypoesthésie, ainsi que dans la zone de l'orbite ici supérieure. Au niveau de la mandibule, bien entendu, s'il y a vraiment une bonne fracture avec déplacement, il peut y avoir aussi des problèmes au niveau du nerf trijumeau, troisième branche, puis le patient va devenir engourdi au niveau de la lèvre. Un peu comme la même manière que vous êtes gelé quand vous allez chez le dentiste. Quand les sinus sont impliqués, on va avoir de l'emphysème ou des crépitus, parce que souvent, les patients vont avoir l'instinct après un traumatisme de se moucher. Puis en se mouchant, ils vont pousser de l'air entre les structures osseuses, entre le sinus, les structures osseuses et les tissus mous. Donc, on va être capable de palper et sentir l'emphysème sous-cutané. Ici, je voulais vous pointer le nerf trijumeau, sa situation géographique. Je ne vois pas beaucoup. On ne le voit pas. Hein. Parce qu'on voit juste sur le mur. On voyait juste sur le mur. Petit point en bas, je pense que tu le vois bien sur le mur. Mais... On ne le voit pas sur l'écran, c'est ça. Ceux qui sont présents, parce que les... Online, ils voient la même chose. Ah oui? Oui, online, ils voient la même chose. Donc, ici, on voit le trou suborbitaire, la sortie du nerf trijumeau, branche numéro 1, branche numéro 2 ici, dans la région sous-orbitaire, qui souvent est affectée par les fractures au niveau du plancher de l'orbite et du malaire. Puis ici, on a le trou empalier, c'est la troisième branche du trijumeau. Le nerf facial, lui, est situé dans la parotide, il se distribue en 5 branches dans les tissus sous-cutanés. Ici, vous avez la fente supérieure qui va être responsable potentiellement d'une rare entité qui est le syndrome de la fissure orbitale supérieure, qui va amener toute une panoplie de problèmes au niveau oculaire, des mouvements ainsi que de la fatigue. On va le voir plus tard. Puis les mouvements oculaires, ils sont bien entendu gérés par plusieurs nerfs crâniens aussi. Donc, ici, je voulais vous démontrer les os, les principaux os avec lesquels
la maxillofaciale joue habituellement, soit la mandibule, le maxillaire, qui est en une pièce habituellement. Là, ici, il y a juste les os nasaux, le zygoma et les os au niveau de la cavité orbitaire. Après ça, les signes de fracture de la base du crâne. Excusez, je n'ai pas traduit, là, mais le battle sign, c'est lorsque vous avez présence de sang au niveau des mastoïdes, ça peut représenter justement une fracture de la base du crâne. Et souvent, ça va être associé à l'hémotympan, parce qu'il y a du sang qui se retrouve à l'intérieur de la cavité médiane de l'oreille. Les raccoon eyes, c'est la fracture plus antérieure de la base du crâne. Puis, c'est vraiment typique. On va voir une photo ultérieurement. C'est aussi significatif d'un doute de la fracture de base du crâne. Bien entendu, si on a un écoulement de liquide céphalorachidien, on va douter qu'il y a une communication et fracture de la base du crâne, encore une fois. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doute? C'est une dame dans la soixantaine qui a tombé en plein visage parce qu'elle n'avait pas vu le tapis. Donc, on est capable d'apprécier les raccoon eyes ici. On voit un saignement au niveau nasal, les pistatis, même au niveau de la bouche, bien entendu. Ce qu'on peut douter avec une chute en plein visage, c'est qu'il y a un lefort 1, puis on va voir, je vais vous le montrer là, avec des diagrammes. Et on peut douter aussi qu'il y a une fracture au niveau de la zone du tiers moyen qui est ici. En passant, le tiers supérieur, c'est le frontal du visage. Le tiers moyen, quand on parle de tiers moyen, c'est la partie médiane incluant le maxillaire, puis la mandibule, c'est le tiers inférieur. Donc, cette patiente-là, elle est stable, elle arrive à l'urgence, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Bien entendu, il faut la surveiller, bien entendu, pour pas que, on ne sait pas, c'est une patiente qui potentiellement peut avoir avalé beaucoup de sang, puis avoir l'estomac plein de sang, puis se mettre à vomir. Donc, si vous l'envoyez au CT scan, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une petite urgence en haut. Est-ce qu'on devrait l'intuber tout de suite? Pas nécessairement. Mais si c'est une patiente qui était anticoagulée, par exemple, il y a de fortes chances qu'il y ait une urgence aussi. Je vous ai dit aussi que d'emblée, c'est une patiente qui, on suspecte peut-être une fracture de la base du crâne aussi. Donc, un CT scan va être la chose à faire ici. On ne commencera pas à faire des radiographies simples chez cette patiente. D'abord, je parlais des radiographies simples. Ça, je ne sais pas si on les fait encore ici. C'est la vue occipitomentale de Waters. Puis, c'était utilisé beaucoup avant la venue du CT scan pour voir les sinus en ORL. Puis, on s'est mis, bien entendu, à les utiliser en traumatologie aussi. Ici, on peut voir qu'il y a une opacité du côté droit du patient, donc probablement une fracture. Puis, si on regarde comme il faut, on peut voir ici le sinus de chaque côté, difficulté de continuité au niveau du malaire. Ça, c'est l'os malaire ici, droit, qui est le sinus. Mais on n'a pas toute l'amplitude de cette fracture. Puis, c'est drôle parce que je regardais sur Internet, puis il y avait des questions qui venaient de, je me souviens plus de la source, c'est Acute Emergency Care, je pense. Je pense que c'est un site Internet qui donne des questions pour les urgentologues. Il disait que c'était la meilleure évaluation initiale si on n'a pas un CT scan pour évaluer le maxillaire, le sinus maxillaire et le contour orbitaire. Mais honnêtement, j'ai vu, les urgentologues l'ont fait, mais le patient monte, descend. Donc, un CT scan, c'est préférable. La vue de HIT, souvent, on va l'utiliser si, par exemple,
on n'a pas de scan. Puis en région éloignée, patient qui a eu un coup de poing sur l'arcade squamotique. On voit très bien la fracture de l'arcade squamotique. C'est sur le menton vertex, là, carrément perpendiculaire en dessous du menton ici. Le fameux panogramme, ce n'est pas un très beau panogramme, mais on peut voir ici qu'il y a une fracture. Et je vais finir ici, vous la voyez très bien. Mais à toutes les fois que vous voyez une fracture, c'est un autre message. Il y a un coup. Il y a un coup. Toujours douter. Parce qu'il y a une malocclusion, c'est évident. Ici, une personne est dentée. Mais chez les personnes dentées, vous allez dire, c'est tout de travers. Mais il faut toujours soupçonner. On va voir sur le CT scan, c'est encore plus facile à détecter. Donc, c'est pas notre patient. Parce que le patient est dans les cheveux, mais ici, là, on voit qu'il y a une fracture de type le fort. D'ailleurs, quand on fait des chirurgies d'ajustement électif, c'est de la même manière qu'on fait. Sauf que ici, toute la région naso-orbito-ethmoïdale, qui est juste ici en arrière, bien, tout ça, c'est fracturé ici. C'est impacté. On ne peut pas l'apprécier dans cette vue-là en 3 dimensions, mais on peut quand même l'apprécier sur les autres cas. Ici, encore une fois, c'est une vue coronale, puis on voit très bien le fort 1. Puis on voit aussi là, que, je crois que c'était la même patient que le 3D. Puis on voit très bien le fort 1. Mais la région naso-orbito-ethmoïdale pourrait être remplie sans nécessairement être fracturée, mais ici, elle était fracturée. Ici, on voit le rebord inférieur, on regarde souvent pour voir s'il y a eu un impact au niveau des orbites. Donc, ici, je vais vous imaginer facilement là, les 3 types de Lefort. Le Lefort 1, comme je vous dis, on fait aussi régulièrement pour ajouter le maxillaire en chirurgie élective. Qui est pratiquement exclusivement réservé au maxillaire. Il y a des os sphénoïdes en arrière, il y a le septum nasal, il y a un petit peu plus d'impact. Puis la raison pour laquelle ça saigne, ici, voyez-vous, ça c'est la chirurgie élective, bien, on passe à travers le sinus. De la même manière que ici, bien, souvent c'est un petit peu plus bas là, ce qui va arriver en traumato par rapport à ce qui se passe en réalité lors des traumas. Donc, les considérations, bien, tout ici, il y a une fusion différente, comme je le disais. Le patient va saigner, bien entendu. Donc, il va avoir sûrement avalé de son sang, donc possibilité de ébondissement. L'évaluation de base, comme je vous le dis, c'est réellement le CT scan. C'est ce qui est préférable. Tous ces patients-là vont nécessiter chirurgie, à moins que ce soit un patient qui soit édenté, très peu de déplacement, légère impaction. Le patient ne veut pas ou ne peut pas à cause de sa condition médicale. À ce moment-là, on pourra faire une correction avec les prothèses. Mais c'est très rare. Je pense qu'une fois dans ma vie, on a réussi, pas réussi, on a choisi cette option de ne pas faire de chirurgie. Puis, bien entendu, ces patients-là, ils se présentent à l'urgence. Il faut leur dire de ne pas moucher, tête inclinée à 30 degrés pour diminuer un peu la pression au niveau de la région tête inclinée. Moi, j'ai une question en termes de time frame pour la chirurgie. On parle de quoi? C'est-tu comme un time frame de 36 à 48 heures ou c'est en 7 à 10 jours? Qu'est-ce que... C'est la façon optimale. Le plus tôt est le mieux. C'est bien entendu. Parce que des fois, les patients, même la nuit, ils vont se mettre à mastiquer, surtout s'ils ont des dents, là, puis ça va bouger, ça va saigner, puis le plus vite est le mieux. Mais ce n'est pas une urgence là, immédiate, à moins qu'il y ait une considération d'hémorragie pour nous autres, parce que tous les maxillaires qui travaillent ici n'ont pas tous des droits opératoires à Montfort. Fait que des fois, il faut transférer à l'hôpital d'Ottawa. C'est un problème. Là. Fait que, tu sais, je me dis, ce genre de... Je pense que c'est une pertinence. La question, ça serait plutôt, est-ce qu'on doit le transférer, mettons, il arrive à 10 heures le soir, est-ce qu'il devrait le transférer dans la nuit?
Maintenant, ce serait probablement trauma, right? Puis c'est hit and miss. Je pense que de tous les chirurgiens masculins, il y en a juste 2 qui ont le droit d'opérer à Montfort. Tous les autres, c'est l'hôpital d'Ottawa. Fait que moi, je me dis, si j'ai une personne âgée anticoagulée avec un Lefort, premièrement que je parle à trauma, puis j'essaie de les transférer à eux, puis ils s'arrangeront à l'hôpital d'Ottawa. Mais ce serait ce que je dirais. Mais encore là, ça va devenir une priorité, habituellement une priorité 3. Je ne sais pas si ça va être un peu la même chose. Priorité 3, chez nous, à Hall, ça pouvait aller après 4-5 jours. Oui, je sais. Malheureusement. Des fois, on les retournait même à la maison. C'est un patient qui n'est pas stable. Une personne âgée de 80 ans, absolument, on ne va pas renvoyer sa maison. Des fois, c'est très peu déplacé. Plus souvent, ça va être quelqu'un de la rue, je dirais. Ceux-là, si on les envoie au CHEPS, c'est ça. Le droit de manger, c'est quoi une diète? Une diète liquide. Liquide. Surtout si le maxillaire est légèrement mobile à mobile. C'est un excellent point. Ça, c'est le part 2. C'est quand le maxillaire ainsi que toute la pyramide nasale ils sont disjoints du squelette facial. Puis, il n'est pas là. Avec ça, des fois, il y a des petites variantes. L'os malaire d'un côté est fracturé. Ça, c'est les grands principes là, des Lefort. C'est en passant M. Lefort qui a établi ces classifications-là, bien entendu. En jetant par la fenêtre des crânes. J'étais, là, il allait voir. Où c'est qu'il fracturait? Drôle de méthodologie. Donc, patient qui a un Lefort 2, justement. Ici, on voit l'aplatissement au niveau du nez dans la région frontonasale. Ça, c'est typique de l'enfoncement de la région naso-orbito-ethmoïdale, NOI qu'on appelle. Elle avait aussi un Lefort 1 avec ça. Puis on voit qu'elle a déjà un pactage là, au niveau nasal, ici, des deux côtés, arrêter de saignement. Je les ai mis tout ensemble ici, là, les Lefort 1, 2, 3. On va revenir sur le 3 avec notre illustration un petit peu plus tard. Mais ils ont tous de la malocclusion, de la douleur, des saignements de nez, l'investigation, comme on disait, CT scan, ne pas oublier de regarder la colonne cervicale. Ça, je pense que vous le savez. Puis aussi, quand on fait l'examen, le patient arrive de l'extérieur avec son collier cervical. Bien, quand on fait notre examen, bien entendu, on y va délicatement. Chez nous, je ne sais pas chez vous, là, mais chez nous, c'était l'orthopédie qui éclairait la colonne cervicale. Pas ici, c'est vous autres qui... okay. Mais chez nous, on demandait à ce que ce soit fait par l'orthopédie. Mais je pense qu'en réalité, il y a plusieurs fois que c'est éclairé par Oh, I'm going to tell them today. Le liquide céphalorachidien et le méningite secondaire. Attention, bien entendu, quand vous avez des traumatismes ici dans la zone du tiers moyen, l'intubation par le nez est à éviter le plus possible. Au cas où il y ait une communication. Honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a intubé au niveau cérébral à partir d'un traumatisme, mais c'est décrit. C'est pas fréquent. Les soins, c'est ça, c'est contrôle du saignement, positionner le patient à 30 à 45 degrés. On essaie de garder, si on n'a pas intubé, la bouche et l'oropharynx. On s'assure des voies respiratoires qui sont perméables et minimiser au cas où qu'il y ait un traumatisme cervical de la colonne. Donc, encore une fois, ça se recoupe, oui. Une question concernant le pactage d'un segment nasal traumatique. C'est un pactage antérieur, c'est correct, mais s'il n'y a pas de fracture de la base du crâne, ça vient comment loin qu'on peut aller avec nos éponges au niveau de pactage? Il faut vraiment s'inquiéter ou juste on arrête, ça ne nous inquiète pas plus? S'il y a un segment et vous devez l'arrêter, avez-vous les épistates? Oui.
vous pouvez utiliser ça puis y aller délicatement, mais des fois, il y a tellement d'obstructions puis des caillots, là, c'est pas facile. Puis même le septum peut empêcher, puis les cornets peuvent empêcher. Moi, ce que je faisais quand j'avais cette difficulté-là, je prenais une sonde folée, OK. puis je la mettais à l'intérieur. Je la T'inquiète pas plus que ça. OK. Puis après, je tractais autour de la sonde folée. Tu sais, je faisais pas juste le pactage. Dans le fond, c'est un pactage postérieur. Après ça, t'as jeté antérieur. OK. On a l'impression que c'est l'antérieur. Comme je disais, ça s'entrecoupe les rapports avec la région naso. Ça, on se répète un peu. Très important, la distance intercantale ici pour nous, parce que une chose, ça peut s'interpréter comme ça, mais ça peut aussi s'aplatir la pyramide nasale ici. Puis, étant donné qu'il y a des attachements au bout des canthus médians de chaque côté, on va avoir un télécanthus. Pour nous, c'est une constellation très spéciale, mais vous allez sûrement le voir un de ces jours. Et encore plus quand on va le voir 3, parce qu'il y a une disjonction au niveau des malaires ici, puis c'est tout le massif. On voit très bien s'il y a eu un gros impact dans la région médiane, le squelette, il va vraiment faire ça comme ça. Il va s'aplatir. Si, ben, pour vous, c'est plus ou moins important, mais le canal nasolacrimal pour nous, ainsi que le sinus frontal, sont à vérifier s'il y a une fracture à ce niveau. On parle aussi dans le naso-orbito-ethmoïde, c'est possible qu'il y ait eu une évacuation. Les fragments ont été faire une compression au niveau de la fente orbitale supérieure. C'est très, très important. Puis vous allez voir les signes et symptômes qui sont décrits. Ça, vous allez avoir accès, j'imagine, à la présentation. Ceux qui veulent revoir. C'est enregistré. Oui, enregistré. Puis si jamais Jonathan veut l'avoir, on l'écrit. Oui, ça veut dire qu'il n'y a rien de. Donc, pour eux, c'est leur BCD de base référé en maxillo. Je ne sais pas chez vous, est-ce que la plastie fait aussi la. Plastie, là, des fois, là, C'est un gros débat. OK. Un gros débat, puis c'est. on a un ORL, deux ORL essentiellement. Très, très pauvre au niveau des consultations. Une fois, ça devient 3 ou 4 appels. Qui... Oui, non. Mais chez nous, en tout cas, c'était très, très, très bien fini. Jusqu'à dernièrement, parce que là, il y a des gens qui partent à la retraite, incluant moi. Puis, on était 3 à 4 chirurgiens, on couvrait 100%. Puis, maintenant, ils sont seulement 2, puis ils couvrent une semaine par mois chacun. Ça veut dire que 50% du temps, il n'y a personne. Plastie, en termes de fracture, comme en externe, ils vont les voir. Fracture maxillaire orbitale, ils veulent qu'ils vont les renvoyer en ophtalmo aussi, surtout si ça implique l'orbite. Mais maxillofacial, si tes appels, habituellement, ils vont prendre pas mal n'importe quoi. C'est juste ça dépend. C'est-tu comme immédiat, ils vont foutre, ils peuvent tout le voir demain. Habituellement, on leur parle. Maxillofacial sont pas mal bons pour nous. Habituellement, quand tes appels, ils ont une réponse. J'étais sur le CMDP, j'étais à un moment donné ici, puis j'étais trop occupé à Hall. J'étais aux 2 à 3 semaines de garde, puis on m'avait demandé de venir faire des gardes. Puis j'en avais assez à Hall. Oui, là, mais si j'étais pas à la fin de la carrière, il y avait de la disponibilité opératoire, vous pouvez être sûr que je viendrais. Le syndrome de surface, je vous ai dit, là, vous avez ici là, tous les signes qui peuvent être présents. Comme vous voyez, ça atteint plusieurs nerfs crâniens. Puis c'est une urgence, bien entendu, une urgence d'agir, d'appeler les consultants, que ce soit maxillofacial, ophtalmologie, neurochirurgie. De la part 3, ben là, il y a une disjonction totale de tout ce qui est os de la cellule faciale avec la base crânienne.
Ça, on voit ça très rarement. Je pense que j'en ai vu sur à peu près 25 ans à Hall, 27 ans, j'en ai vu un. Fait que ce qu'on fait, ben, on le remet en place, on tire sur le massif et on le plaque, bien entendu, à divers endroits. Maintenant, si on prend juste isoler le malaire, on dit le complexe cyclovascomalaire, mais à ce moment-là, on va avoir juste peu de signes. On va avoir le raccoonise, bien entendu, des crépitants, on va avoir un saignement parce que ça atteint le sinus. On va voir chez ces patients-là, ça c'est un coup de poing. Mais ce qu'il faut chercher, une balle de baseball, c'est la même chose, une balle de tennis. Il faut regarder attentivement l'œil. Il faut chercher à savoir si le plancher est intègre, si les mouvements sont intègres aussi. Puis s'il y a un traumatisme au niveau oculaire. S'il y a un traumatisme direct oculaire, bien entendu, on appelle l'ophtalmologie. Mais pour tout ce qui est de la structure, habituellement, c'est la maxillofaciale qui s'occupe. Donc, c'est ça. C'est l'ophtalmologie ici, avec des signes de saignement, de l'œil. Syndrome de secondaire, souvent, il y a plusieurs qui vont venir s'accrocher avec elle. Oui, ça, c'est une belle illustration, voyez-vous. Le sinus n'est pas rempli au complet. Il y a eu un saignement, mais ça peut être un gros consistement. C'est cette main d'arbre. On voit que ça a décroché. C'est une fracture qu'on appelle souvent antripode. Il y a la partie antérieure, la partie frontomalaire. Ici, c'est au niveau du rebord orbitaire. Puis en passant, quand vous mettez votre doigt chez ce patient, en faisant le contour orbitaire, toujours le faire de façon symétrique, surtout quand vous avez un patient qui n'est pas affecté d'un côté et de l'autre, vous êtes en train automatiquement de bien visualiser qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Après ça, ben, nous, on le repositionne très facilement, bien entendu, par chirurgie. Fracture du plancher possible. Méfiez-vous. Si un patient vient, traumatisme, 24 heures, il dit qu'il a saigné du nez, il n'est pas sûr, il a mal, puis vous ne voyez pas de diplopie, pas de problème au niveau des mouvements, bien, il peut y avoir compensation à l'intérieur du cône oculaire par l'édème d'une diminution du niveau du plancher de l'orbite. Puis quelques semaines, voire quelques mois plus tard, le patient va commencer à avoir sur toute façon horizontale. Donc, l'aviser que pour l'instant, tout semble beau. Mettons, vous faites un CT scan, puis on n'est pas sûr, il y a une petite fracture, est-ce que ça vaut la peine? Le chirurgien maxillofacial dit on se revoit, soyez pas inquiets, parce qu'on peut le corriger ultérieurement. S'il y a vraiment un déplacement, on va le corriger tout de suite. Fracture, on parlait fracture mandibule maintenant. Coup contre coup. Voyez-vous, là, c'est en 3D, c'est plus facile à voir. Encore une fois, c'est l'examen parfait. Puis si ce patient-là n'avait pas juste eu une fracture de la mandibule, il avait aussi une fracture du malaire, voyez-vous, ça se sent très bien ici. Ça approche super là, ça approche super là. Ça a juste enfoncé. La fracture de la mandibule, considération importante, voyez-vous le petit fragment ici? C'est qu'il y a les muscles de la langue qui tirent sur le fragment. Donc, la langue va se positionner plus postérieure parce qu'elle ne va pas être retenue sur la mandibule. C'est un risque de difficulté respiratoire chez ce patient. C'est le patient qu'on va tenter de mettre en priorité numéro 2. On voit ces genres de choses. Puis ici, c'est un patient qui est intubé, comme vous pouvez voir, parce qu'il avait eu des difficultés respiratoires. Il est intubé. Ici, on voit là, il y a 2 niveaux de dents. Le patient, il y avait une grosse fracture mandibulaire. Ici, des fractures plus subtiles. On voit partir ici, c'est une axiale. C'est une fracture du condyle très haute.
mais la malocclusion était évidente chez ce patient. Il y avait... Je ne vois pas de question. Donc, les soins en urgence, ben, c'est toujours de façon générale. Gestion si le patient n'a pas été opéré, mais il devrait être opéré, ben, on va faire un typage, dépistage. Mais c'est rare, honnêtement. Les transfusions chez nos patients maxillofaciaux, c'est très rare. Une fois, ça m'est arrivé. Surveillance neuro, cardio, gestion de la lumière par intramusculaire et intraveineux. On essaie de garder NPO. Antibiotiques, tétanos s'il y a des fractures ouvertes pénétrantes, puis consultation en maxillo. Urgence respiratoire. Patient qui arrive chez vous, il y a eu une chirurgie maxillo ou il y a eu un trauma, puis on l'a attaché avec des élastiques. Maintenant, on met beaucoup, surtout en trauma, on les met encore lorsqu'il y a des fractures vraiment complexes, des arches. Ça, c'est des arches que l'orthodontiste a placées, mais il y en a d'autres qui sont placées par les maxillos. Mais les élastiques sont placés, peu importe, les arches, de la même manière. Puis, ces arches-là, si jamais le patient est en déficience, vous avez besoin de deux choses. Ben, un ciseau et une succion, des grosses suctions à l'urgence, Yunker. Puis, couper ça, il n'y a pas de problème, aucun problème. Traumatisme par arme à feu, je ne vais pas peut-être en parler beaucoup, mais souvent, c'est une équipe qui va s'occuper de ces patients-là. On va juste faire le débridement, on va faire des fermetures rapides, puis on va référer en centre universitaire avec des équipes maxilloplastie ORL. Ça, c'était juste un exemple que j'avais eu. Là, mais, voyez-vous, tout le fracas, c'est un missile unique. Puis, voyez-vous, toute la fracas qu'il y avait eu. Là. Puis ça, c'est le patient, si tu ne fais rien, ben, il va revenir infecté dans une couple de semaines. Donc là, c'est ce qu'on disait, on fait juste du contrôle de segments, éviter la contamination, puis on envoie à des centres universitaires. Pour ce qui est des tumaux, souvent, des choses à bien faire attention, c'est le nerf facial et le canal parodidien. Parce que je ne fais pas la plastie ici, là, mais nous, si c'était seulement des plaies faciales, on demandait aux plasticiens de nous aider, puis on faisait bien attention de l'aviser, de ne pas oublier. Puis ça paraît banal, mais le canal parodidien, après 12 heures de chirurgie, par exemple, à Noël, il y a 2 ans, j'ai eu un patient, puis j'ai complètement oublié de canaliser mon canal parodidien, puis je ne vous montrerai pas en photo, mais c'est un des derniers points qu'on fait quand on ferme à la toute fin après avoir tout réparé, mais après 12 heures, on ne pense plus, ça me prendrait un checklist comme les pilotes d'hélicoptère. Donc, regarder la fermeture si c'est seulement des fractures des tumaux. Si on pense qu'il y a des fractures en dessous, ça ne sert à rien de commencer à tout fermer à l'urgence. Laissez-nous soin de le faire. Il faut juste faire des sutures temporaires des fois pour diminuer l'hémorragie. Tétanos, bien entendu. Ça, je pense que vous avez des bons réflexes habituellement. Si vous décidez de fermer, bien entendu, les grands principes, rincer, fouiller pour des fragments. Des fois, c'est de la vitre d'auto. Autant possible, avec même un instrument métallique, passer à travers la plaie sans causer de dommages, bien entendu, mais chercher on sent très bien de la vitre, par exemple. Contrôler l'hémorragie, éviter de laisser des espaces francs, puis toujours fermer de l'intérieur vers l'extérieur. Les fractures dentaires-alvéolaires, on va passer, parce que là, je vois le temps, mais peut-être les fractures dentaires, savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand vous avez une fracture juste au niveau, comme ici, juste au niveau des mailles, on ne voit pas la dentine, c'est pas grave. Vous envoyez le patient chez son dentiste. Quand c'est dans les mailles seulement, ça c'est sûr. Quand c'est dans la dentine, le patient va être en douleur, on le soulage, aller voir son dentiste le plus rapidement possible. Mais ceux qui sont le plus en douleur, c'est ceux que vraiment la pulpe, comme ici, celle-là on ne voit pas, mais la pulpe était à l'air libre.
c'est très, très douloureux. L'analgésie, aller voir son dentiste, traitement de canal probable, puis par la suite, il va pouvoir avoir une restauration là-dedans. Les antibiotiques ne sont pas indiqués dans cette situation-là. Une dent qui est enlevée, le plus vite qui est replacé, c'est le mieux. En moins de 60 minutes, il y a un pronostic assez favorable. Je pense que 80% des dents insérées en dedans de 60 minutes vont être conservées pendant une grande majorité de la vie. Il ne faut pas juste le replacer, bien vous le replacez. Puis habituellement, vous êtes capable de savoir de mon côté. C'est toujours la question, est-ce que je la mets de mon côté? Oui. Si vous étiez à l'urgence, avec quel équipement vous feriez ça pour la replacer puis la stabiliser? Pour la replacer, excellente question. Premièrement, il faut enlever le caillou. Fait que, il faudrait juste anesthésier avec un peu de xylocaïne 2%. Puis après ça, la succion ORL, la succion ORL, suctionner à l'intérieur. Par la suite, avec du salin, juste rincer la dent si elle me semble souillée, puis la mettre dans l'alvéole. Le problème, c'est que des fois, ce n'est pas stable. Puis vous autres, vous n'êtes pas équipés pour faire de la stabilisation. Au pire, c'est de garder le patient avec le gaz et de le maintenir en place autant que possible. C'est sûr, s'il est 10 heures, il ne faut jamais faire ça avec les dents primaires, hein? Juste les dents permanentes. Les petits enfants à 8 ans, là, des fois, ils ont une palette. Du copac, c'est correct. Si vous en avez, excellent. Je ne savais pas que vous aviez ça. Mais... Non, mais on va en acheter. Oui, non, mais ça, c'est bien. Puis, un pactage, puis vous dites demain matin, je vais voir ton dentiste. Nous autres, des fois, on essaie les ponts là, de Bridge 95. Tu t'enlèves le pont métal, tu le colles avec du Dermabond. Tu peux faire ça, mais moi, je trouve ça colle tellement mal, même si c'est super sèche. Tu peux comme mettre fait que c'est normal. Okay. Puis, j'imagine les maxillos, ils ne viennent pas pour ça. Hein? Mais vous n'avez pas de dentiste non plus. Last time I tried it. Tantôt, j'avais mis dans la présentation, vous allez voir, la société dentaire, ça arrive le jour ou ça arrive dans la nuit, puis d'habitude, c'est surtout le jour que ça arrive, là, puis en fin de journée, parce qu'ils ont traîné à l'urgence de la journée. C'est ça qui est pas mais peut-être si on avisait celle qui fait le triage, là, la personne qui fait le triage, ça aiderait peut-être. Ici, je ne viens pas à travers, mais c'est un petit peu l'algorithme, c'est-à-dire le plan Sainte-Justine, qu'est-ce qu'on fait avec les dents, fracture des adductions, tout ça, là, ça fait que vous l'avez pas en mémoire, là, mais dans les documents, si vous voulez. Tout ce qui est dento-alvéolaire référé aux dentistes, mais il y a des dentistes qui ne veulent absolument pas toucher à ça. Fait que finalement, ça aboutit souvent chez le maxillofacial. Mais vous êtes quand même, je voyais, vous avez beaucoup de cliniques maxillofaciales. En Gaël, ils sont ouverts, ils ont 4 cliniques. De 8h à 4h du lundi au vendredi, ils vont prendre soin de ces patients. Infection dentaire, il y a les mineurs, il y a les majeurs. Puis je veux attirer votre attention sur certaines zones dans les majeurs. On va aller ici. Est-ce que vous savez que c'est une infection majeure ou mineure? Majeure. Ça, c'est majeur. Premièrement, l'âge de l'enfant, ça va voyager très, très vite chez lui, mais le souvenez-vous, le trou sous-orbitaire qui est ici, l'entrée jumeau, section 2, sort par là, mais si l'infection gagne le trou, il peut aller directement au cerveau. Quand j'étais en résidence à Québec, on a vu un patient qui était adulte, qui a justement décédé d'un abcès cérébral secondaire à une infection dentaire. Puis le processus, c'est toujours de l'infection de la carie, souvent infection de la pulpe, ici, propagation dans la zone maculière, après ça, propagation dans les espaces portants. Donc, ici, c'est l'espace sous-orbitaire. Il faut toujours rechercher la cause, identifier la sévérité, puis si on va revenir là-dessus. Les facteurs contributoires, bien, ça, vous savez, investigation radiologique, le Panorex, puis le CT scan à l'occasion, mais le Panorex, c'est vraiment votre référence numéro 1 pour chercher la dent caudale, et le CT scan pour voir l'étendue de l'infection. Demandez, si vous n'êtes pas sûr, une consultation en maxillo avec insistance s'il faut, ou l'ORL. L'ORL sont donc aussi. Fait que là, je ne vous expliquerai pas le processus, mais
Ce qu'on donne souvent, si c'est mineur, on va donner l'amoxicilline en combinaison avec le flagelle ou la pénicilline avec le flagelle ou l'indermicide s'il y a des allergies. Mais moi, je préfère, c'est l'amoxicilline qui est le plus efficace dans ces situations-là, avec drainage, bien entendu. Si vous donnez pour une infection mineure, il faut qu'il voit son dentiste avec 48 heures. Là, les gens ont trop l'impression de s'en vont à la maison. Là, ils arrivent à la maison, ils finissent ses antibiotiques 7 jours plus tard, ça recommence. Là, c'est. You can play Xbox on that. Le drainage, 50% de la résolution du problème. On entend du bruit. Est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? C'est. Encore quelques petites diapos. Infection majeure, ben là, on va faire une évaluation plus en profondeur. C'est le patient qui va être un petit peu plus toxique. Là. Il va arriver, il va être léthargique, tout ça. Mais là, on va investiguer un petit peu plus en profondeur avec un CT scan, puis on va regarder les zones critiques. C'est quoi les zones critiques? Ben, ici, c'est un dessin qui vous aide à voir là, quand il y a, ça c'est une infection de prémolaire dans la zone sous la langue, sous-mandibulaire, l'espace sous-mandibulaire se trouve juste en bas de la langue qui va se manifester par un édème dans la région mandibulaire ici. Alors que si c'est contenu en haut du mylo-hyoïdien, qui est comme une trapèze là, au niveau du plancher buccal, ben, à ce moment-là, c'est la langue. On parle d'angine de Ludwig, là, c'est ces patients. Ça, si le patient est en détresse respiratoire, prenez un bistouri, allez de façon juste même de descendre avec un bistouri, pas d'anesthésie, vous allez libérer le patient de sa douleur. Un bistouri de quelle direction? Qu'est-ce qu'on Vous descendez carrément, soit dedans? vous touchez la zone impliquée, puis vous descendez délicatement. C'est d'aller dans la bouche. Oh oui, dans la bouche, pas à côté contre une dent? Non, même pas. Parce que vous allez voir ça ici, là, voyez-vous, ben, si ça a monté au niveau de la dent, vous pouvez aller, des fois, ça crée comme une tente au niveau lingual des prémolaires. Ça fait une tente comme ça, juste aller, pouc, que tu torches la langue. Vous n'êtes pas obligé là, de faire un grand trait. C'est juste, pouc, descendez comme ça, vous allez, le patient va vous aimer. Vous allez voir. Tu torches ta langue, puis tu descends. Oui. Puis on le sent, là, puis le patient il est tout en douleur, puis il va vous le dire. Là. Puis on le voit, la langue est déplacée habituellement. Ça peut être des deux côtés. Puis si vous n'êtes pas sûr, puis le patient est vraiment en détresse, c'est les deux côtés. Si ça a pris les deux côtés. Mais habituellement, ça prend plus un côté que l'autre. Les zones critiques, ben, c'est le patient, il y a de l'infection, puis ça se propage dans la zone postérieure, c'est caché, c'est pas en avant. C'est eux qui sont, c'est la zone rétropharyngée et paropharyngée. Tout autour du pharynx, puis en arrière du pharynx. En rétropharyngée, ça peut monter au cerveau, puis en paropharyngée, ça peut même descendre au niveau cardiaque. C'est important de visualiser, puis habituellement, il y a un shift au niveau du pharynx ici. Un shift là, postérieur, comme ça, c'est rare, mais paropharyngé, on va le voir plus. Ça va tuer l'oropharynx. Ça, c'est des fois, ils ont de la difficulté à avaler, ils n'ont pas de l'air si pire, mais on les regarde pour dire il n'est pas infecté, mais en réalité, lui, il peut venir en détresse respiratoire assez facilement puis avoir une infection fulgurante. Ça, c'est à ne pas sous-estimer. Société dentaire d'Ottawa, ils sont là 7 jours sur 7, je pense, ils vont répondre. Je ne suis pas sûr 24 sur 24, là, mais je pense que c'est 8 heures à 10, 11 heures le soir. Ils sont assez bons pour diriger les patients qui ont besoin d'aide. Je voulais 2-3 diapos encore. Programme subventionné, il en existe beaucoup. Il y a des gens, malheureusement, qui ne savent pas. C'est des gens souvent qui sont démunis. Je ne vais pas le lister ici, là, mais il y a beaucoup de programmes
que les gens ne connaissent pas, comme moi, je ne connaissais pas là, le Ontario, ici, le Ontario Works Regulatory for Low Income Adults. Puis OIM, il y a plein de choses aussi qui sont payées en milieu hospitalier. Le programme de soins dentaires pour les aînés, ben, c'est de plus en plus populaire. Là, c'est rentré en effet. Donc, ici, ça, c'est la même diapo que j'avais. Je ne pense pas que les critères vont changer, là, mais c'est un programme qui est régi par l'entremise des dentistes. Le gouvernement ou la compagnie d'assurance va payer le dentiste. Donc, on ne peut demander dessous, sauf la différence, il y a une petite différence à payer, mais c'est tout. Mais le patient n'a pas à débourser. Mais il y a des dentistes qui peuvent totalement ne pas contribuer, mais la plupart le font. Okay? Puis maintenant, les points à retenir. S'il y a fusion d'altérés, cherchez une fracture. Ça, c'est au moins double de fracture maxillofaciale, le trauma crânien, demander un CT du massif facial en même temps, ou vice-versa. Parce que souvent, malheureusement, le patient montait, il y avait un CT cérébral, puis là, moi, j'arrivais, puis j'avais rien, ou j'avais une partie. Puis là, je disais, bien, il faut remonter le patient, parce que, puis c'est un peu du va-et-vient pour rien. Fait que si vous avez un trauma crânien ou un trauma maxillofacial, faites-le faire le massif facial au complet, puis incluant cérébral. Savoir identifier les zones critiques de l'infection maxillofaciale, qu'on parlait, rétropharyngée, parapharyngée, puis sous-orbitaire ici, qui viennent directement ou indirectement au cerveau et aux structures du médiastal. Puis, il existe plusieurs programmes de soins dentaires gratuits pour les gens en situation défavorisée. J'aurais demandé à ma fille de faire un dessin de patient avec le sourire, puis c'est ce qu'elle m'avait dit. Je pense qu'elle avait 6 ans. Avez-vous des questions? Je sais qu'on a pris un petit peu plus de temps. Bon, je ne sais pas si vous aviez des questions. Silence. Une question en termes de si c'est lacération intra-orale, au niveau comme de la lèvre, des choses comme ça. Est-ce que vous les fermez toujours ou des fois vous les laissez ouvertes? Comme lacération au niveau de la bouche, comme intérieur, fait que mettons par exemple à l'intérieur de la lèvre, qui n'est pas through and through. Qu'est-ce que vous préférez? Ben, moi, j'ai toujours fermé. À moins que ce soit, ça m'est arrivé, là, hyper souillé, là, je laisserais peut-être l'intérieur ouvert, puis je fermerais seulement l'extérieur. Je fermerais quand même la zone musculaire, puis bien nettoyer, riguer. Si c'est souillé, oui, mais si c'est pas souillé, je le ferme. C'est juste les mucosales, est-ce que tu fermes quand même? Juste mucosal. Si tu n'as pas d'extérieur, juste le mucosal, tu fermes quand même. Oui. C'est pas grave si vous ne le fermez pas. Ça va fermer ça. La bouche, c'est quand même magique, là, ça guérit bien. Un peu de choix de points. Je sais que un de mes dentistes, sans pas être trop fameux avec le gut, from a gut ou autre, est-ce que vous avez un choix de... Pour les lacérations, c'est ce que j'utilise intrabuccal, du Chromic 3.0, avec aiguille FS2. Ben là, pour la peau, il y a toutes sortes de... Tu sais, dépendamment des peaux, des situations. Monsieur de 50 ans, il n'y a pas de belle peau. Je vais essayer de faire le mieux. Là. Mais si j'ai pour 2 heures de suture, je vais prendre du résorbable. Mais une jeune fille de 18 ans, par exemple, avec une lacération, puis hautement esthétique, trébuchée à sa graduation, sa prom, puis elle arrive toute maquillée, tout ça. Je vais faire bien attention, je vais prendre du non résorbable pour être fermé. Puis, dépendamment de la plaie aussi, si c'est une plaie que je peux des fois améliorer, à ce moment-là, je vous suggère peut-être de faire affaire avec un plasticien si jamais c'est le cas. Pouvez-vous commenter sur ce dernier point? Parce que dans notre littérature, souvent, on cite des études qui disent qu'il n'y a pas de différence sur l'esthétique entre absorbable et non absorbable. Mais ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que des patients qui ont des absorbables, en fait, comme ça traîne plus longtemps, ça crée plus d'inflammation, même si les études nous disent qu'en fait, c'est similaire, ça semble comme si vous préférez les non absorbables pour un résultat esthétique optimal. C'est bien ce que j'ai entendu? Bien,
il y a de l'inflammation. Ils sont résorbables dû au phénomène d'inflammation. Donc, il va y avoir plus d'inflammation. Puis je ne pense pas que c'est juste un principe, honnêtement. Mais ce que j'ai observé avec le temps, en utilisant aussi intrabuccal lors des greffes osseuses, le non absorbable, on va les laisser plus longtemps souvent. On va les laisser là 2-3 semaines. Ben, si on les laisse là 2-3 semaines, ben, au niveau de la peau, je les enlevais après 15 jours, mais intrabucal, je les enlevais après 3 semaines, puis il y avait plein de tartes dessus, puis ça provoquait justement un risque d'infection. Il y avait de l'inflammation, il y avait du tartre collé sur le... C'est du PTFE, là, du cortex. Donc, de préférence, pour les zones esthétiques, moi, je prendrais du non résorbable. Des fois, je fais une mixture des deux. Là, je vais mettre du résorbable. Puis aussi, ben, la réapproximation est super importante. Si vous fermez une plaie, bien vous assurer que les derniers points que vous faites au niveau cutané sont là juste pour réapproximer là, avec aucune tension. Donc, en dessous, soit musculaire avec du Vicryl, puis en sous-cuticulaire avec du plain 4-0, absolument, c'est ce que j'utilisais. Mais prendre des bonnes bouchées puis s'assurer qu'on rapporte les plaies là, une vers l'autre, puis après, il y a juste le 5-0 plain ou le. Mettons, on va faire du résorbable. Je prenais du 5-0 plain avec une toute petite aiguille pour se finaliser. Petit plain comme un plain Vicryl, rapid Vicryl ou un. Plain gut. Plain gut, OK. Ouais. Plain gut, pas un chroma gut. Du point de vue pratique, qu'est-ce que vous dites à vos patients quand ils ont eu en post-op pour les soins, lavage de bouche, rinçage de bouche, brossage des dents? Combien de temps après? Pour n'importe quelle chirurgie maintenant dans la bouche, ben, on va surtout axer sur une diète qui est molle pour un certain temps. Ça va être variable, là, mais au moins 2 à 3 semaines de diète molle. Pour ce qui est de l'hygiène dentaire, c'est les zones non affectées par le trauma ou la pollution d'une dent. Si la dent est stabilisée, tout ça, ben, on va dire brosser comme d'habitude. La soie dentaire, bien entendu, autour des dents qui ont été avulsées, qui ont été traumatisées, on va dire attendez, 2-3 semaines, c'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire dans vos dents, mais de bien nettoyer. Je sais qu'on utilise beaucoup le Péridex. La chlorhexidine en rince-bouche, c'est bon, mais s'il y a du tartre, on ne peut pas compter là-dessus pour le brossage. Le brossage, il y a pas de problème. L'alimentation, je dis souvent à mes patients que ce soit les extractions de dents, c'est pas l'alimentation, c'est pas les aliments qui vont vous infecter, c'est les bactéries. Donc, essayez de vous débarrasser le plus des bactéries. Ne faites pas exprès pour, par exemple, une dent de sagesse, d'aller manger du popcorn, des peanuts, qui, eux, vont peut-être aller interférer avec la vitesse de guérison, puis aussi être des substrats pour les bactéries d'aller s'accrocher. C'est plus ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais aller. C'est de la COVID. Bon, non, je sais, mais je donne le conseil. Je dis à celui qui a je parle juste de l'infection pendant une heure. Juste comme ta lèvre avec ça. Comme considération avec la France. Je le donne. Là, je vois de plus en plus les gens